Bonjour chers entrepreneurs, bonjour chers membres, bonjour à vous tous qui me suivez, où que vous soyez, que ce soit en Afrique, en Europe, au Canada, peu importe. Je suis Sheila Mukasa, présentatrice de cette émission Top Leaders Connection. Nous sommes déjà à notre quatrième émission. Merci beaucoup à vous tous qui me suivez. Merci pour votre soutien. Merci pour vos remarques. Ça me motive, ça me permet de m'améliorer et d'aller de l'avant. Donc maintenant, vous connaissez la chanson. Top Leaders Connection est une émission qui se déroule 2 jeudis par mois en ligne. Et c'est une émission qui a été conçue pour connecter d'une part les grands chefs d'entreprise qui sont des top leaders, mais que j'appelle également des mentors d'excellence, et d'autre part, les entrepreneurs que nous sommes, qui sommes confrontés à des difficultés. Nous devons faire face à des défis dans la gestion de nos activités et plus spécialement en cette période difficile. Nous autres, donc, en tant qu'entrepreneurs, nous avons besoin de modèles sur lesquels nous pouvons nous appuyer, de modèles inspirants qui nous permettront également d'aller de l'avant. Alors, nous avons jugé qu'il serait opportun de les inviter, d'inviter ces mentors parce qu'ils ont une longue expérience professionnelle, ils ont eu des difficultés, ils ont eu des réussites, ils ont traversé des hauts et des bas dans leur parcours professionnel. Donc, en les recevant, ils viennent partager avec nous les solutions qu'ils ont mis en place, qu'ils mettent en place en période difficile, mais aussi partager avec nous leurs stratégies, leurs clés du succès pour pouvoir pérenniser une entreprise ou une activité entrepreneuriale. La raison de cette émission est que nous sommes aussi appelés à conseiller, à impacter et aussi à inspirer dans notre environnement. Nous avons des personnes qui nous suivent, qui ont besoin de nous. Pour nous améliorer, nous devons suivre des modèles qui sont des mentors d'excellence. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir notre mentor d'excellence aujourd'hui, qui s'appelle Monsieur Mohamedou Diallo, qui est actif dans les secteurs de la presse, du digital, mais également de l'événementiel. J'ai fait sa connaissance sur LinkedIn il y a quelques mois, et ceux qui me suivent sur LinkedIn, ils savent que je partage quasi une fois par jour un entrepreneur ou un chef d'entreprise dans les cadres de mon challenge 365 connexions. Et j'ai eu donc à mettre M. Diallo en lumière, c'est ce que j'ai découvert. Et quand nous avons décidé de lancer cette émission, j'ai pensé à lui, je me suis dit, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de le faire venir pour que d'autres personnes découvrent ces leaders qui est passionné par ce qu'il fait. Donc, nous allons recevoir Monsieur Diallo. Bonjour, Sheila. Bonjour, Monsieur Diallo. Comment allez-vous? Vous allez bien, Sheila? Ça va très, très bien. Et Donc, l'équipe de Become Community et moi-même sommes honorés de votre présence aujourd'hui. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et d'autant plus que vous l'avez fait directement. Quand je vous ai envoyé un message pour vous inviter, vous étiez ravis de venir et de partager votre parcours. Parce que pour vous, vous arrivez à un niveau de réussite, vous devez aussi transmettre, vous devez conseiller les plus jeunes, les plus jeunes dans l'entrepreneuriat, pas nécessairement dans l'âge. Merci pour le compliment. Merci Sheila, merci pour cette initiative, cette belle initiative que je salue. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'inviter pour cette quatrième édition de ce challenge.
J'ai eu à te remercier dans le passé par rapport aux bonnes actions que tu fais en mettant en lumière quelques acteurs de nos comportements à travers les réseaux sociaux, grâce au challenge que tu as lancé en expliquant un peu le parcours de certains. J'ai eu l'occasion d'en bénéficier. Ça a beaucoup joué et je te remercie énormément. Et c'est vraiment ça l'esprit de partage, l'esprit de don de l'autre. Et c'est très important de pouvoir partager ces valeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Alors, on va faire connaissance. Je connais un peu. Vous êtes connu aussi dans un certain milieu, pas nécessairement du grand public. Alors, je vous laisse le soin de vous présenter. Qui est Monsieur Mohamedou Diallo? Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fait actuellement? Qu'est-ce qu'il propose? Très bien. Mais c'est pas très facile de parler de soi, comme tu le sais. Alors, donc, Mohamedou Diallo, comme tu dis, donc, je suis à l'origine journaliste. Donc, je vis en France depuis un peu plus de 2 décennies. Donc, j'ai fait ma formation supérieure en France. Et à l'issue de cette formation supérieure, j'ai intégré le monde de l'entreprise. Et ce qui m'a poussé dans les années 2000 à vouloir me lancer dans une expérience personnelle, à l'époque, plus que jamais, on était confronté à l'étroitesse du marché. Et moi, je voulais débarquer dans un endroit où on pouvait avoir la possibilité de parler à l'Afrique et aux Africains. Et en tant que média, donc on avait la possibilité d'aller dans Jeune Afrique. Sinon, il n'y a rien d'autre. Et puis, par rapport à ma spécialisation qui était dans le domaine du digital, donc Jeune Afrique commençait un tout petit peu à le faire. Donc, j'avais commencé à collaborer avec Jeune Afrique à l'époque. Mais les autres journaux avec lesquels je contribuais, notamment Les Échos ou d'autres journaux français, donc l'Afrique n'était pas forcément la cible. Et donc, pour pouvoir parler de l'Afrique, il fallait créer les conditions pour pouvoir le faire. Et donc, ce qu'on a fait à l'époque, dans les années 2000, pour mettre en place donc, ce support de communication qui est CIU Mag. Ah, ça va. Donc, merci, vous avez anticipé sur la prochaine question. Parce que quand j'ai préparé l'émission, j'ai parcouru votre bio. Il y a 4 éléments chez vous qui ont retenu mon attention. Donc, justement, il y a les milieux de la presse, de médias, le digital, l'Afrique et aussi l'événementiel. Donc, je voulais vous poser la question, quelle a été justement votre vision quand vous avez décidé de vous lancer vous-même en tant que chef d'entreprise et vous avez un tout petit peu expliqué pourquoi avez-vous décidé de vous focaliser sur ces 4 éléments? Très bien. Vous avez cité 4 éléments, donc le digital, l'Afrique, l'événementiel et j'ai oublié le prochain, mais ça viendra. Alors, la presse, les presse médias. La presse média. La presse média. Effectivement, oui, ça fait 4. Vous avez balayé les 4 secteurs d'activité que nous couvrons. Pourquoi je suis venu là-dedans? Donc, c'est par le plus grand des hasards que je suis venu dans le digital. Donc, je n'étais pas du tout destiné à travailler dans le digital. À l'époque, c'était au début des années 2000, donc j'avais terminé mes études supérieures et je devais faire un rapport sur la dérégulation du marché des télécommunications en Europe. À l'époque, on arrivait à la libéralisation du marché des télécommunications, donc c'était le plein bouleversement. Et en Europe, et donc il fallait faire des recherches sur l'impact de la dérégulation des télécommunications, du secteur des télécommunications, sur les entreprises et les administrations. Et de fil en aiguille, donc j'ai approché quelques journaux pour avoir des informations. Et c'est là que j'ai approché un grand journal, un grand quotidien français, et qui m'avait demandé donc de collaborer, de contribuer un tout petit peu sur les travaux de mes recherches de fin d'études. Donc, quand j'ai fini de faire ma soutenance, c'était en 98, et par la suite, j'ai eu à faire quelques piges pour ce journal. Donc, apparemment, j'avais une qui intéressait donc, mon patron à l'époque. Il m'a demandé donc de me focaliser sur une rubrique qui parle de management des systèmes d'information. À l'époque, il y avait le bug de l'informatique qui devait arriver en 2000, parce que tout le monde craignait ce bug de l'an 2000. Il fallait que je fasse la tournée des entreprises du CAC 40 pour voir comment ils allaient aborder le passage à l'an 2000.
là, c'est un peu de l'histoire, ça remonte à plus de 20 ans maintenant. Et donc, comment dire, dans cette suite des systèmes d'information qui étaient prévus pour l'arrivée de l'an 2000, on ne parlait pas souvent de l'Afrique. Et quand j'approchais donc ces entreprises du CAC 40 qui avaient pour la plupart des filiales en Afrique, donc ils avaient une association qui était bien structurée, qui était bien organisée et qui parlait de ces problématiques-là, qui les abordait de façon vraiment intelligente. Et l'Afrique n'était pas du tout concernée par cela. Et en tant qu'Africain, moi, je me posais la question quand j'allais voir le directeur informatique de Renault, quand j'allais voir le directeur informatique de Orange, etc. Je dis, mais vous focalisez sur le bug de l'informatique en France, mais pourquoi pas l'Afrique? Ils me disent, bon, déjà, on commence d'abord par la France et puis par la suite, on verra. Et puis voilà, j'ai vu ce qu'ils faisaient et ça m'intéressait de vouloir créer une même association à l'échelle du continent pour pouvoir adresser donc les problèmes de l'Afrique par les Africains. Et quand je suis venu les voir, ils m'ont dit, écoutez, si vous voulez le faire, on peut vous soutenir, mais on ne va pas le faire à votre place. Et écoutez, j'ai eu des recommandations donc, de la part de ce réseau-là de grandes entreprises françaises qui s'appellent le CIGREF. Et je suis parti voir des DSI africains. Donc, c'était à l'époque, on était en 2006. J'ai été voir donc les partenaires plutôt marocains à l'époque, qui avaient des systèmes d'information un peu plus matures par rapport au reste de l'Afrique, pour leur dire que j'avais une idée, c'est de lancer l'association des directeurs informatiques africains. Et le gars me disait, écoute, qu'est-ce que vous préconisez? Donc je disais, bon, j'ai le soutien du CIGREF, qui est le club informatique des grandes entreprises de France, qui me soutient dans cette initiative. Et l'idée, c'est de pouvoir fédérer les associations des directeurs informatiques africains en vue de créer une sorte de think tank qui nous permettra de réfléchir sur les problématiques en informatique en Afrique. Et les Marocains étaient très réceptifs à ce projet. Et donc, on a initié le projet. Et puis, on était en 2005, je crois, oui. Et puis, un an après, on a convoqué pour la première fois une première réunion qui va aller réunir les directeurs informatiques de plusieurs pays. Donc, c'était une première. Et donc, on avait été soutenu à l'époque par HP, IBM, Cisco, qui avaient tous leur base arrière à Casablanca pour adresser. Donc, ils ont sponsorisé, non seulement ils ont sponsorisé, mais ils ont invité et pris en charge l'ensemble donc, des clients de 15 pays qui devaient participer à cette première réunion. Et un grand succès. Donc, on a pu donc, fédérer. Donc, il y avait des CIO à l'époque de différents pays. À l'époque, on ne parlait pas de numérique, on parlait donc de systèmes d'information dans les entreprises qui étaient plus matures. Donc, on a créé ce réseau. On a déjà fait cette première rencontre qui a permis de réunir l'ensemble de ces acteurs pendant 2 jours à Marrakech. Et à l'issue de la rencontre, je les ai réunis en réunion pour leur dire, maintenant qu'on a réussi cette première édition, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On s'arrête là ou on continue? Ils m'ont dit, écoute, non, on ne va pas s'arrêter en bon chemin, puisque nous, en tant que directeur des systèmes d'information, on a fait nos études dans les grandes écoles européennes, américaines, mais aujourd'hui, on n'a pas de support de communication qui parle de nous. C'est-à-dire, si nous voulons avoir des informations qui parlent donc des systèmes d'information, nous allons voir des revues américaines ou des revues françaises, etc., mais qui sont à des années-lumière par rapport à ce qui se fait en Afrique. Mais si on a un support de communication qui pourrait parler donc des CIO africains, ce serait une bonne chose. Donc, comme j'avais une formation de journaliste à l'origine, donc ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et je les ai promis en disant que voilà, dans 2 ans, on va faire la même réunion dans un pays africain, et je vous promets qu'on va mettre en place un support de communication qui va parler des Africains. Et la deuxième recommandation qui est sortie de cette réunion, c'était de pouvoir accompagner ces DSI pour mettre en place des associations des directeurs informatiques, des clubs de directeurs informatiques dans les différents pays. Et l'idée, c'était quoi? On disait, le directeur des systèmes d'information qui gère l'électricité et l'eau en Côte d'Ivoire a les mêmes problématiques que son voisin du Mali et du Burkina Faso. Et chacun travaille dans son coin, et peut-être ils ont les mêmes problématiques, mais ils ne se parlent pas. Si on les réunit en réseau, et si on réunit tous ces gens-là en décloisonnant les frontières, etc., donc on peut arriver à un réseau de réflexion qui pourrait nous apporter un peu de fluidité pour qu'on puisse se parler, échanger sur les bonnes pratiques. Et donc, ce qui s'est passé donc, après cette édition de Marrakech, donc en 2006, les 2 recommandations, c'était mettre en place le magazine qui parle de nous, des CIO africains. Et la deuxième chose, c'était de mettre en place donc, des associations des directeurs informatiques dans les différents pays. On a commencé à le faire l'année d'après. Donc, on a créé avec les partenaires ivoiriens donc, le premier réseau des directeurs informatiques de Côte d'Ivoire. On a fait celui du Cameroun, on a fait celui du Sénégal, on a fait celui du Burkina Faso, ainsi de suite. Donc, on est arrivé à faire 10 réseaux, donc dans 10 pays, des associations des directeurs informatiques.
Et l'idée est partie de là. Et donc, là, on était en 2008. Et 2008, donc, on a fait la deuxième édition de ce forum qui va réunir donc, les directeurs informatiques. Et là, on a tenu promesse. On a sorti le premier numéro de CIO Mag qui va devenir aujourd'hui le magazine de référence à l'endroit, donc, à l'époque des directeurs informatiques. Mais aujourd'hui, on a élargi la cible avec la maturité du numérique en Afrique pour nous adresser donc, aux administrations, pour nous adresser aux utilisateurs et aux professionnels des systèmes d'information et du numérique en Afrique. Voilà un peu la genèse, comment le projet a vu jour. Et donc, ça veut dire, donc, dans la perspective de la création de CIO Mag, on a déjà identifié qui étaient les lecteurs, quels étaient leurs besoins, et donc c'est eux qui ont exprimé les besoins. Et quand ils ont exprimé ces besoins-là, on l'a créé, et aujourd'hui, c'est pourquoi 12 ans après, CIO Mag est toujours là et s'est adapté à la crise pour pouvoir continuer à servir ses clients. Oh, parfait, excellent. Donc, si donc je retiens bien, ça a été un hasard. Au départ, c'est un hasard. Vous avez rencontré des personnes, vous avez une idée, vous avez détecté un besoin. C'est ça. Un besoin, un manque aussi. Hein. L'Afrique était délaissée. Vous vous êtes dit, ben, je vais faire ça, réaliser ça en Afrique. Vous avez rencontré des personnes aussi qui vous ont permis de réaliser ce projet. Donc voilà, c'est ce que on dit toujours à l'importance du réseau, d'utiliser, savoir utiliser ses contacts et aussi de pouvoir profiter des opportunités. Vous avez, il y avait une opportunité, vous avez décidé, bah voilà, je ne lâche pas, je ne laisse pas tomber, j'y vais, je me lance avec ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, mais je trouverai bien une solution pour pouvoir lancer mon projet. Donc voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc on arrive maintenant à la création, au lancement de CIO Mag. Hein. C'est un magazine, vous le décrivez comme un magazine panafricain axé sur le numérique. Aujourd'hui, c'est un magazine qui est diffusé dans 15 pays pas européens, africains. Et au départ, c'était sous format papier. Hein. Et maintenant, toujours vous avez les deux, voilà. Alors, je voulais vous féliciter d'abord. Merci. 12 ans ou 14 ans, nous savons tous que la presse se porte mal en Europe. En Afrique, je n'ai pas tellement les données de la presse, mais 12 années après, vous êtes toujours là. Félicitations. J'aimerais que vous partagiez un peu avec nous, quand vous avez eu cette idée, vous avez été confronté à quelques difficultés. Qu'avez-vous fait pour les surmonter avant de créer Très bien. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir bien cibler son marché, c'est de bien pouvoir cibler les besoins des sélecteurs. Donc, en l'occurrence, pour CIO Mag, on avait déjà identifié, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la cible, c'était les directeurs informatiques. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est eux qui ont exprimé le besoin en disant que, voilà, nous, ce que nous voulons, c'est que vous nous aidiez à structurer donc, nos associations des directeurs informatiques dans les pays pour qu'on puisse promouvoir les bonnes pratiques. Donc, ça, c'était un besoin. Et à partir de ce besoin-là, est-ce qu'ils ont besoin de retour d'expérience par rapport à ce qu'ils font? Oui, ils en avaient besoin. Donc, une fois qu'on a identifié les choses, donc on a déjà la cible, on a le besoin, et maintenant, il fallait adapter le produit en fonction de tout cela. Et un point qui est important que je conseillerais également aux jeunes, c'est de dire, à l'époque, le marché du travail, donc je n'arrivais pas à exprimer ce que je voulais à travers le support de communication qui avait déjà sa ligne éditoriale. Je ne pouvais pas venir dans le Parisien en leur disant, voilà, j'ai une vision pour l'Afrique, je vous l'impose. Je ne pouvais pas venir dans un journal africain, je prends l'exemple du Soleil, en disant, voilà, j'ai une vision panafricaine et je veux vous l'imposer. Non, ça ne marche pas, ce n'est pas leur ligne éditoriale, ce n'est pas leur problématique. Et moi, dès le départ, je ne voyais pas les pays africains en silo. Je ne voyais pas de frontières. Pour moi, l'Afrique était une et unique. Je ne voyais pas de frontières. La seule frontière que je voyais, c'est la frontière linguistique, les pays qui parlent français, et les pays qui parlent anglais, et les pays qui parlent le portugais. Mais à part cela, donc, je ne voyais pas de frontière entre tous ces pays-là à qui j'allais m'adresser.
Donc, les problèmes, ils sont multiples. Donc, il fallait pouvoir se déplacer, aller les rencontrer. Quand on voit la difficulté qu'il y a de voyager en Afrique, c'est de pouvoir, sur le plan logistique, arriver à mobiliser toute une équipe au niveau local pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est très, très, très difficile. D'autant plus que quand on arrive à chaque pays, on parle de l'Afrique, mais l'Afrique est plurielle. L'Afrique et chaque pays a sa spécificité. Quand on est en Afrique centrale et on est en Afrique de l'Ouest, les codes ne sont pas les mêmes. C'est très différent. Donc, tout ça faisait que, voilà, on avait des contraintes qui étaient là. Mais pour moi, c'était surmontable. Il fallait avoir des partenaires au niveau local. Il fallait trouver les bons partenaires au niveau local pour pouvoir le surmonter. Et à chaque fois, quand on arrivait dans ces pays-là, on arrivait à trouver les partenaires au niveau local qui nous aidaient à comprendre les codes et qui on sous-traitait. Donc, on se mettait derrière eux pour pouvoir évoluer et faire le travail comme il le fallait. Donc, à mon avis, c'est les difficultés qu'il y avait. Et puis, voilà, il y a également la difficulté à l'époque qui était d'apprendre en France en tant qu'Africain. C'était pas évident. Donc, on ne parlait pas à l'époque de start-up. Les start-up n'existaient pas. Et quand on avait une idée de ce type, il fallait voir comment les gens arrivaient à dissocier entre la personne et l'entreprise. Donc, l'entreprise, moi, en tant qu'Africain, mais l'entreprise, elle est française. Donc, les gens avaient du mal à faire la différence entre les deux. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est des difficultés qu'il fallait mettre en place. Et une autre difficulté, et puis une incompréhension qui était liée à travers les lecteurs et à chaque fois qu'on explique, puisque après avoir fait le tour de l'Afrique, il fallait trouver une certaine complémentarité par rapport aux actions que nous faisions. C'est pourquoi on a créé les assises de la transformation digitale. On faisait la tournée africaine dans le cadre du Digital African Tour, donc il menait dans 10 pays africains. On commençait par le Maghreb, on finissait par l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, donc ce qui faisait une dizaine de pays qu'on couvrait dans le cadre de ces rencontres annuelles. Et on s'est dit, il manquait quelque chose, c'est de pouvoir adresser au marché européen ou au marché américain. Pourquoi Parce que quand on parle des problèmes spécifiques au pays, pour moi, j'allais avec des partenaires européens, des partenaires américains. Donc, on avait des clients comme SAP, comme HP, comme IBM, etc., qui venaient avec nous dans le cadre de ces tournées-là, pour comprendre les besoins africains et apporter des solutions. Mais très tôt, je me suis dit, mais pourquoi les Africains ne viendraient pas en Europe également pour comprendre les besoins des Américains, des Européens et des Américains et adresser des solutions africaines? Pour moi, c'était évident dans le cadre d'une coopération. Si on ne veut pas fausser les choses, si on ne veut pas fausser les jeux, il faut que ce soit un jeu égal. Qu'on fasse, comme je disais à chaque fois, le propre d'un match de football, quand il y a un match aller, il faut qu'il y ait un match retour. Et donc, il n'est pas question que les Européens aillent en Afrique pour traiter et trouver des clients. Et à l'autre bout, il faudrait que les Africains également fassent de même et viennent en Europe, aux États-Unis, trouver les marchés et proposer leurs solutions spécifiques. Au départ, ce n'était pas très bien perçu. Hein. Quand je l'avais commencé à faire, là, on est à la 9e édition des assises de la transformation digitale qu'on va faire la semaine prochaine. Donc là, c'est 9 éditions. Mais quand on avait commencé à le faire en 2010, il y avait une incompréhension. Donc, on avait du mal à mobiliser les gens. Donc, les gens ne comprenaient pas le principe. Pourquoi organiser les assises de la transformation digitale à Paris, alors que pourquoi on ne le ferait pas en Afrique? Mais je les rappelle tout simplement, on a quand même fait un Digital African Tour qui nous a menés dans 10 pays pendant toute l'année, quoi. Et si on organise les assises de la transformation digitale à Paris, c'est pour justement parler de coopération, c'est pour parler d'échange et c'est pour permettre également, comme je disais tout à l'heure, aux entrepreneurs africains de venir comprendre les besoins européens et pourquoi pas trouver des marchés ici en Europe. Et l'avenir nous a donné raison, qu'à l'époque, quand on le faisait, les gens ne le faisaient pas, les gens ne venaient pas. Et aujourd'hui, quand on voit que l'Union européenne, quand on voit de grandes organisations, de grandes rencontres se tenir à Paris et qui réunissent des startups et des entrepreneurs africains, mais je me dis quand même, on a été parmi les premiers à comprendre ces enjeux-là, parmi les premiers à avoir milité pour que ça se fasse. Et Dieu merci, aujourd'hui, tout le monde le fait. Et puis voilà, c'est un grand plaisir de savoir que voilà, on a, avec le temps, on a été compris que, on a compris que vraiment c'était une bonne démarche de faire venir les Africains en Europe ou aux États-Unis pour qu'ils essaient de prendre des parts de marché et s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Voilà. Ok, parfait. Donc, vous avez lancé une belle idée, hein, parce que comme vous l'avez dit, ça doit marcher dans les deux sens. Hein. Dans les deux sens. Justement, quelles ont été vos stratégies
de succès hein, dans vos entreprises, aussi bien pour les magazines que pour les événements. Vous avez dit que vous organisez chaque année les colloques, les assises de la transformation digitale à Paris, d'une part, et le deuxième événement de grande envergure, c'est l'African Digital Tours. En Afrique, c'est un événement itinérant qui réunit des spécialistes, mais aussi des ministres, de banques, des grands chefs d'entreprise. Quels ont été vos facteurs de réussite? Parce que 12 ans pour les magazines, 9 ans pour les assises, 10 ans pour l'African Digital Tour. Si vous continuez dans cette voie, c'est que ça marche, c'est que vous avez rencontré du succès. C'est un succès d'année en année. Justement, pouvez-vous nous dire quels sont vos facteurs de réussite, les actions que vous avez mises, que vous mettez en place pour que ça soit toujours une réussite? Mais je pense qu'il faut beaucoup d'audace, beaucoup de courage et beaucoup de rigueur dans ce qu'on fait. Donc, je pense que si on a ces trois points-là, on peut réussir dans tout ce qu'on entreprend. De l'audace, je n'ai pas hésité à présenter les avantages, les inconvénients de rester en dehors donc, de cette tournée de Digital Aperture. Je n'ai pas hésité à écrire un ministre en charge du digital pour lui dire que on a déjà commencé à faire avec les directeurs des systèmes d'information qui ont compris l'intérêt. Parce qu'à l'époque, ce qu'on prêchait, le numérique n'était pas encore mature à l'époque. Ce que je disais aux directeurs des systèmes d'information, c'est des techniciens, ils sont dans leur coin, ils travaillent bien, c'est des ingénieurs, c'est des bac plus 5, des docteurs en informatique, hein, des fois, mais ils sont dans leur coin, ils sont techniques, donc ils ne travaillent pas. Mais à l'époque, vous savez, il y a 10 ans, le grand combat, c'était de dire aux entreprises et aux entrepreneurs comment faire en sorte que le digital intègre le comité exécutif. Il faut que le digital soit au cœur de la stratégie de l'entreprise. Vous voyez? Donc, je disais, aujourd'hui, l'informatique était considérée comme juste un support. Hein. Ce n'était pas considéré comme un outil qui permette à l'entreprise de gagner des parts de marché. Et je disais au DSI, aujourd'hui, on est à ce stade-là. Donc, il y a 15-20 ans, peut-être en Europe ou aux États-Unis, c'était ça. Mais vu pour gagner ce retard-là, voilà ce qu'ils ont fait pour arriver à être aujourd'hui considérés comme un élément stratégique pour l'entreprise et pour les administrations. Et pour les convaincre, je leur ai dit deux choses. La première, c'est que regardez les patronats. Aujourd'hui, ils sont puissants. Mais pour qu'ils arrivent à s'imposer davantage, ils vont faire des associations pour s'imposer davantage. Alors qu'ils sont puissants, hein, là, c'est-à-dire quand ils sont dans leur coin, ils sont faibles, mais quand ils sont plusieurs, ils sont encore plus forts. Les patrons le font. Mais là, aujourd'hui, les DSI, vous êtes ignorés, vous êtes peut-être au centre d'une stratégie de quelque chose qui va arriver plus tard. Maintenant, pour le faire, il y a quelqu'un d'autre qui ne le fera pas sans vous. C'est vous qui êtes au centre de ce débat-là. Il faudrait que vous preniez votre destin en main et que vous disiez que les systèmes d'information sont au cœur de la transformation digitale des entreprises et des administrations. Donc, c'était ça les premières conférences qu'on faisait à l'époque. On allait voir les patrons, on commençait par là, donc on allait voir les DSI pour les convaincre de l'intérêt de le faire. Et les DSI étaient convaincus, et maintenant il fallait voir les patrons, c'est-à-dire le PDG, le DG, le DAF, pour leur dire que l'avenir, c'est le digital. Il faut qu'on intègre le DAF, dans le DSI dans le comité exécutif pour qu'il puisse apporter du sang neuf dans la productivité de l'entreprise. Ça, c'était fondamental. Donc, on a réussi ce combat-là qui devait mener un pas de plus pour la meilleure prise en compte donc, des systèmes d'information comme facteur de compétitivité et non pas de centre de coût. La deuxième chose, c'est exactement la même chose, le même procédé qu'on a utilisé avec les administrations. Dire aujourd'hui, on a mis par rapport à l'IGOUV tout ce que ça pouvait apporter aux entreprises et aux administrations. On a commencé par prêcher la bonne parole en leur disant voilà ce que ça peut vous apporter. Et ensuite, on a gagné l'écoute et l'estime peut-être de ces personnes-là en leur disant voilà comment ça marche, voilà comment les autres ont fait pour que ça marche et comment peut-on devenir comment dire, l'Afrique pourrait devenir un moteur par rapport à cela. Donc, on a fait beaucoup d'évangélisation, ça passe par là, c'est donner beaucoup de soi, c'est s'investir énormément pour faire passer ce message-là. Et une fois que le message est passé, donc je pense que les interlocuteurs se souviendront qui leur a apporté cette bonne parole. Et je pense que ça a joué dans la prise en compte de ce discours-là qu'on a tenu auprès des entreprises et des administrations. Et quand nous avons voulu faire parrainer cela par les ministres en charge du numérique,
Voilà, à mon avis, c'est passé comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, que ce soit au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, etc., on a l'onction des ministères en charge du numérique pour organiser ce roadshow dans le cadre du Digital African Tour. Et on le fait également à grande échelle. Et donc, c'est beaucoup de contacts, c'est beaucoup de, comment dire, de présence sur le marché et ça aide vraiment à s'investir. Voilà. Donc, nous, l'avantage qu'on a eu, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, c'est qu'on est venu bien avant les startups. À l'époque, le digital n'était pas mature. On a travaillé sur la maturation du digital en Afrique. On a accompagné tout ce processus et aujourd'hui, on continue à exister, à accompagner tout ce développement-là. Voilà, je pense qu'elle a été une stratégie payante et qui nous a permis donc de continuer à exister. Donc voilà, je peux résumer donc pour vous, hein, vos stratégies, c'était l'audace, la rigueur et aussi les dons de soi, d'être présent continuellement sur les terrains. Et ces trois éléments vous ont permis de connaître des succès. Et c'est de le faire de façon désintéressée. Hein. Donc quand on fait un don de soi, on le fait par conviction, on le fait par amour de ce qu'on fait, on le fait parce qu'on veut que les choses aboutissent les choses avancent. Et sincèrement, je n'ai pas hésité si un jeune vient me voir en me disant comment faire pour réussir un tel projet, comment faire pour faire cela. Pour moi, ça me motive davantage de le faire en disant voilà, c'est un plaisir de le faire. Et je leur dis à chaque fois, quand ils sont limités par rapport à leur recherche d'emploi, par rapport à leur recherche de stage, etc., je leur dis allez vers la création. Pensez à créer votre business parce qu'il y a un besoin qui est derrière. Faites-le. Si vous ne faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et là, voilà. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à un sujet qui préoccupe tout le monde. Hein. Je pose cette question à chaque invité. Hein. On va parler de la situation sanitaire actuelle. Hein. Bon, nous sommes tous impactés. Vous, en tant que chef d'entreprise, à quel point cette crise vous touche particulièrement sur le plan de vos activités professionnelles? Alors, comme je disais, on avait deux schémas. On avait la partie événementielle qui nécessitait donc de faire des déplacements dans les différents pays pour aller rencontrer des acteurs locaux, organiser des rencontres sur place, faire beaucoup de B2B. Donc, cette année, pratiquement 2020, on n'a pas fait de tournée. Donc, le Digital African Tour, ça fait 10 ans, c'est la première fois qu'on reste une année sans pouvoir le faire, compte tenu de la situation sanitaire. Et la deuxième chose, c'était le magazine qui existait et on avait prêché il y a quelques années de passer au tout digital. Donc, les gens n'étaient pas convaincus de le faire à l'époque. Ils avaient besoin de toucher le papier, ils ont besoin de l'archiver, ils ont besoin de le garder. Et donc, c'était pas venu au point à l'époque. Hein. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que le digital est venu accélérer tout cela, tout ce processus de digitalisation qu'on prêchait depuis très longtemps. Donc, pendant très longtemps, on ne disait pas c'est au digital, donc les gens n'étaient pas encore prêts. Et donc, en quelques mois, on est passé au tout digital en très peu de temps. Donc, c'est-à-dire tout le travail de 10 ans qu'on allait faire. Donc, en petit peu de temps, on a réussi à accélérer l'adoption du digital dans la façon de se soigner, dans la façon de s'éduquer, dans la façon de travailler, etc. Donc, on s'est dit que c'était un très, très bon point. Et il fallait il fallait s'adapter à ce contexte sanitaire qui faisait que voilà, on ne pouvait pas se déplacer. Et donc, on communiquait. Donc, vraiment, on était déjà à 100% digitalisé puisque la plupart de nos salariés travaillent à distance, donc ils sont en Afrique, donc on travaille à distance. La plupart de nos interviews se passaient par visioconférence, se passaient par téléphone ou par échange de mails. Donc voilà, on n'a pas eu beaucoup de mal à faire cette transition-là pour aller vers le digital. La seule chose qui posait problème, c'est de faire des visioconférences comme on est en train de le faire aujourd'hui. Pour certains, c'était pas mature, on ne pouvait pas le faire à l'époque. L'année dernière, quand j'ai invité à certaines personnes qui ne pouvaient pas venir, et je leur disais, intervenez en visioconférence, ils me disaient non, c'était pas top. Mais là, c'est ces mêmes personnes-là qui demandent à le faire. Et donc, je me dis que là, il y a une certaine maturité qui est là. Et on est très content de voir que tout cela a pu prendre. Et on a organisé une dizaine de e-conférences avec des ministres en charge du numérique, avec des acteurs comme
comme Smart Africa, comme la Banque mondiale, avec le vice-président de la Banque mondiale en charge des infrastructures, de grands banquiers, etc. Donc, on a pu le faire comme si on était en situation de présentiel. Et c'était une très bonne chose. Et pendant que les frontières étaient fermées, donc on a continué à diffuser le magazine CIO Mag en version PDF. Donc les gens le recevaient. Et puis maintenant, ils nous demandent plus la version PDF que la version papier, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc là, c'est beaucoup plus instantané et c'est beaucoup plus vivant. Et je pense que voilà, par rapport à la crise, il faut s'adapter, il faut se réinventer. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Et même pour aller plus loin, dans le cadre de cette digitalisation, on a pu trouver un partenariat avec Thomson Broadcast, qui est un partenaire à la fois africain et français, pour faire les assises de la transformation en visioconférence, mais traduites dans plusieurs langues africaines. C'est-à-dire pour la première fois, les gens se connectent, les gens ont la possibilité de se connecter et de pouvoir suivre les conférences et avoir dans les chats, c'est-à-dire dans la partie traduction, en lingala, en arabe dialectal pour les pays maghrébins, on l'a en Hausa pour les Nigérians, on l'a dans plusieurs langues aujourd'hui qui sont disponibles, hein, en plus donc des langues qu'on a l'habitude d'utiliser comme le français, l'anglais, l'arabe ou l'espagnol. Mais cette année, donc là, c'est la grande nouveauté. Donc on a pu intégrer des langues africaines qui sont traduites de façon simultanée lors de cette conférence-là. Donc voilà, donc je dis c'est toutes ces adaptations-là qu'il faut arriver à mettre en place pour dire que voilà, au-delà de la crise, au-delà de la fermeture des frontières, on peut arriver à communiquer, on peut arriver à échanger de façon beaucoup plus efficiente. Donc voilà, vous avez utilisé les digitales pour vous adapter, hein, comme beaucoup d'entreprises. Et quels conseils pourriez-vous donner aux entrepreneurs qui nous suivent? Beaucoup sont démotivés, hein. Il y a même des suicides. En Belgique, lundi, une jeune dame s'est suicidée. Indépendante, elle n'en pouvait plus à cause du confinement, elle devait fermer son magasin. En France aussi, hier, j'ai lu qu'une dame s'était suicidée. Pour empêcher cela, quel conseil pouvez-vous donner? C'est vrai, c'est très difficile. C'est une situation très malheureuse qui est arrivée. Et au-delà de ces cas de suicide que vous avez cités tout à l'heure, il y a des cas de divorce, de séparation, des cas de violence dans les couples, etc., compte tenu de la situation de confinement auquel les gens sont confrontés. Et on ne peut que déplorer ces situations-là. C'est moi, le principal conseil que je peux donner, c'est de se réinventer, de garder l'espoir que cette crise-là n'est pas pour toujours, elle va finir. Certes, elle va détruire des emplois, elle va détruire des situations, mais ça crée également des opportunités. Des opportunités vont se manifester dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, etc., il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter. Et il faut avoir cette faculté-là de se réinventer, de s'adapter par rapport à la nouvelle donne. Et ne pas se dire, voilà, je croyais en cela, donc ça c'est fini et on s'arrête là. C'est très difficile à entendre, c'est vrai, mais le maître mot, c'est de pouvoir se réinventer pour continuer à exister. Et si on ne le fait pas, c'est vraiment dommage de rater quelque chose. Et j'en suis certain que cette crise va apporter énormément d'opportunités à terme et que les gens pourront saisir pour partir sur de nouvelles bases. Un exemple, on parle beaucoup d'intelligence artificielle à l'époque, quand il n'y avait pas d'eau courante, les gens allaient chercher de l'eau, hein, dans les puits, aller chercher de l'eau, ça même c'est valable pour la France, pour la Belgique, etc. Quand on a inventé la possibilité d'avoir des réseaux d'adduction d'eau qui servaient de l'eau dans les maisons, on se disait ça va tuer des emplois. Certes, ça a tué des emplois, mais ça a apporté un confort, ça a apporté beaucoup de possibilités aux familles et ça crée des emplois. Et donc, il ne faut pas se focaliser sur la destruction. Donc, toutes les révolutions, toutes les générations donc, on connaît cela. Donc, je pense qu'on est en train de le vivre avec les digitales, on est en train de le vivre avec cette pandémie de Covid-19. Il faut beaucoup de résilience, beaucoup d'adaptabilité pour pouvoir le surmonter. Ok, merci beaucoup pour ces conseils, hein, très précieux. Chers entrepreneurs, donc il ne faut pas baisser les bras, continuer à y croire. On va y arriver. Donc, on arrive tout doucement à la fin de notre échange. Notre émission s'appelle Top Leaders Connection parce que nous voulons que vous serviez de modèle
en tant que mentor aux entrepreneurs qui nous suivent. Même moi-même, hein. Même moi-même, vous pouvez même être mon mentor, hein, parce que je viens de créer mon magazine et aussi pour le pôle média, j'ai aussi l'événementiel. Hein, je suis aussi active dans l'événementiel. Vous pouvez être mon mentor. Ça, on peut voir ça hein, après. Mais voilà, vous êtes un modèle sur lequel on peut s'appuyer, s'inspirer. J'aimerais que maintenant, vous donniez des conseils, des stratégies, les clés du succès à nos amis entrepreneurs, aux chefs d'entreprise qui nous suivent ou qui nous suivront plus tard. Quels conseils vous pouvez leur donner maintenant pour pouvoir réussir dans leur entreprise? C'est déjà un appel que je lance à nos amis entrepreneurs, des amis un peu plus anciens qui sont dans le monde des affaires, qui sont enseignants, qui sont tuteurs, qui sont mentors, de faire encore plus de dons de soi. Donc, moi, je les appelle comme un des amis qui les appelle les grandes sœurs et les grands frères bienveillants sur nos jeunes pour les accompagner dans leur projet. Plus que jamais, on a besoin de s'épauler, de se conseiller, de se soutenir pour pouvoir réussir ce qu'on est en train de faire. C'est très important. Également, pour les jeunes, je vous demande de beaucoup d'écoute, beaucoup de patience et ne pas se précipiter, ne pas brouiller ne pas se précipiter sur, je dirais même ne pas confondre vitesse et précipitation. Je m'explique, quand on entreprend, c'est un long cheminement. Comme disait l'autre, c'est quelque chose sur lequel on mise et qui va fondamentalement changer le cours de ta vie. Ça ne peut pas se faire en 2 jours, ça ne peut pas se faire en 1 jour. C'est un long processus. Et donc, ce processus-là, il faudra le suivre à la lettre et se mettre en place les bons process, suivre les bons conseils et les bons modèles pour pouvoir y arriver. Si on brûle les pistes, on risque de rater quelque chose ou de passer à côté de quelque chose qui est essentiel. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, c'est ça qu'on leur reproche, c'est d'être pressés, d'aller au bout. Alors que moi, je me dis que ce soit dans un projet de vie qui va impacter le restant de ton existence. Et quand on apprend, c'est ça, c'est de dire, voilà, cette entreprise-là, je l'ai créée, je veux qu'elle existe encore 100 ans encore. Et ce n'est pas en 2 jours qu'on arrive à tout faire. D'accord? Donc, il faut laisser le temps au temps, avoir une vision large et très ouverte. La deuxième chose, quand on entreprend à l'échelle en tant qu'Africain, en tant qu'Européen, donc je disais pour les Africains surtout, c'est de ne pas se limiter à un pays. Aujourd'hui, nos pays sont morcelés. Quand on prend le Congo, quand on prend le Bénin, le Togo, etc., c'est des micro-pays. Donc, c'est des marchés qui ne sont pas très importants. Quand on réfléchit à des choses, à des process, il faut réfléchir large. Moi, à la limite, je ne me définis pas comme Sénégalais, mais je me définis comme Africain. Il y a pas, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, etc., je suis chez moi. Et je porte un nom également qui passe quand je suis dans la plupart des pays de la sous-région. Donc, il y a des dialogues partout. Donc, et ça passe. Donc là, c'est pour la petite anecdote. Mais c'est dire, voilà, ayons l'esprit ouvert et voyons grand. Donc, il ne faut pas se limiter à un projet. Donc là, peut-être pour commencer, on peut expérimenter le projet dans un périmètre plus réduit, mais à terme, il faut voir plus grand, il faut voir d'aller dans les autres pays. Mais l'Afrique est vaste, les opportunités sont énormes et il y a tout à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je vous demande de prendre votre courage à deux mains et de vous lancer. Et non seulement de vous lancer, mais également de voir. Aujourd'hui, il y a des programmes qui existent, qui sont encouragés par la Belgique, qui sont encouragés par la France, qui sont encouragés par les autres pays. C'est de pouvoir créer des binômes avec des partenaires africains. Il ne faut pas les oublier. Aujourd'hui, la diaspora les jeunes de la diaspora ont acquis une certaine expérience. Ils peuvent faire émerger en Afrique en créant des binômes avec des partenaires africains et créer des co-entreprises qui pourront rayonner, pourquoi pas, à la fois en Europe et en Afrique. Donc là, c'est des options qui sont là et qu'il faut vraiment explorer et que je pense que ça pourrait marcher. Donc, il y a des organisations comme le CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, que je connais bien, qui commencent à encourager ce genre de projet, de dire aux Africains de la diaspora, essayez de trouver des opportunités business dans les pays d'origine en essayant de créer donc des binômes avec des confrères africains
pour pouvoir créer des projets qui vont créer à terme des emplois, à la fois en Europe et en Afrique. Donc, je pense que on est dans la co-construction et on a tout à y gagner. Il faut vraiment penser très large et non pas penser à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une région ou d'un seul pays. Voyons large, voyons ce qu'on peut faire dans le cadre de cette coopération entre l'Europe et l'Afrique et explorons tous les chemins. Et aujourd'hui, il y a, comme tu disais, il y a des rôles modèles qui sont là, il y a des grandes sœurs, il y a des grands frères qui ont réussi dans ces projets-là. N'hésitez pas à les rencontrer, à leur présenter vos projets pour voir dans quelle mesure il faut vous accompagner pour réussir vos projets. Merci beaucoup pour ce précieux conseil, chers entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, entrepreneurs déjà lancés. Vous avez entendu M. Diallo, il vous a donné des très très bons conseils. Ça me concerne aussi, moi aussi je dois mettre ça en pratique. Donc, prenons ces conseils, mettons-les en pratique pour pouvoir avancer. Donc, merci. Alors maintenant, on va arriver au questionnaire de Proust. Un petit questionnaire de Proust, j'ai commencé ça la semaine passée. Alors, des petites questions. Quelle est votre plus grande réussite? Ma plus grande réussite, c'est professionnel, vous dites, hein? Oui, oui. Ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est d'avoir été sélectionné lors du sommet Afrique-France qui s'était tenu à Abidjan il y a quelques années. Et on devait, parce qu'aujourd'hui, il y avait une incompréhension par rapport au digital, puisque la plupart des grands projets, donc les grandes banques, que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc., ils ont l'habitude de financer des ponts, ils ont l'habitude de financer des routes et des grandes infrastructures. Maintenant, pour financer le numérique, c'était tout un débat et les gens n'arrivaient pas à savoir comment prendre les choses en main, comment financer le digital avec ces gros montants-là qu'on pouvait avoir. Et en 2017, j'ai été sélectionné pour organiser, dans le cadre donc, des assises de la transformation digitale, une rencontre qui réunirait donc, des acteurs du digital africain et des acteurs du digital européen pour pouvoir ensemble réfléchir à une feuille de route, comment adresser donc, les projets digitaux dans le cadre donc, de ces mécanismes de financement. Donc, on a fait un certain nombre de recommandations, donc 11 recommandations, qui avaient été sollicités, qui avaient été soumis à l'Union africaine, à l'Union européenne, pour dire voilà comment financer le digital, pour que le digital puisse participer au développement de l'Afrique. Je pense que c'était quand même une certaine reconnaissance par rapport au travail qu'on a fait, et c'était un très grand plaisir, un très grand moment pour moi. Maintenant, quel est votre plus grand échec? Le plus grand échec, c'est de ne pas encore avoir réussi à mettre ce réseau panafricain des directeurs informatiques. Ça, c'était le leitmotiv de la création de CIUMAG, donc c'est d'arriver à créer un réseau panafricain. Et j'avoue, sur le principe, le projet est beau, tout le monde y croit, on arrive à se réunir régulièrement, que ce soit à Paris, à Tunis, dans les autres capitales, donc j'essaie à chaque fois de réunir les directeurs informatiques pour leur dire, voilà, il faut qu'on arrive à créer ce réseau des directeurs informatiques. Et on a mis en place toute la structuration du projet, mais on n'a jamais réussi à mettre en place ce réseau. Et au niveau local, chaque pays a réussi à le faire. Mais au niveau panafricain, il y a quelque chose qui bloque et je n'arrive pas à le savoir et je n'ai pas encore réussi à débloquer cela. C'est mon... Je ne sais pas, c'est pas un échec pour moi. Je vais y arriver un jour et on y travaille. Quel est votre plus grand regret? Ben, je reviens sur ce projet-là. C'est ce projet-là qu'on n'a pas encore pu faire. Ouais. On aimerait bien pouvoir mettre en place pour vraiment avoir une sorte de think tank pour les directeurs informatiques qui leur permettent de cadre de concertation pour échanger sur les bonnes pratiques. La toute dernière question. Quelle est votre devise, M. Diallo? Ben, le travail, c'est important. C'est avec le travail qu'on s'accomplit. C'est avec le travail qu'on arrive à se réaliser. C'est avec le travail qu'on arrive à le faire. Donc, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Je dis, bon, le travail, c'est quelque chose de fondamental. Donc, c'est vital. Donc, on ne peut pas le dissocier de la vie de quelqu'un. Il y a un philosophe qui disait dans les pays où il y a beaucoup de travail, il n'y a pas de chômage, on n'a pas besoin de police pour surveiller les voleurs. Donc, tout le monde travaille. Donc, pour moi, c'est le travail.
Voilà. Merci. Nous sommes arrivés donc à la fin. Monsieur Diallo, je vous remercie infiniment pour ce moment agréable et pour vos précieux conseils. Et on va continuer à se suivre. Hein. Donc, je ne manquerai pas à vous approcher pour mon magazine. Avec grand plaisir de partager notre expérience et les différentes. En tout cas, un grand merci pour le travail que tu fais, Sheila. C'est très important, c'est très précieux. Moi, j'étais un peu surpris la première fois que j'ai reçu un challenge pour parler de moi. Je n'avais pas l'habitude de me mettre en avant. Et je vois quelqu'un que je ne connaissais pas qui me met en avant. Et donc, j'ai vu un certain nombre de témoignages de personnes qui me connaissaient, avec qui j'avais perdu de vue, qui se sont retrouvés et qui se sont connectés pour pouvoir le faire. Donc, je pense que vous avez été deux à le faire. Donc, il y a toi, il y a un ami marocain également qui l'a fait une fois. Et ça m'a permis de retrouver des amis que j'avais perdu de vue depuis très, très, très longtemps et qui ont apporté des témoignages auxquels vraiment j'étais très sensible. Et vraiment, cette générosité-là auquel tu partages est très important pour la vie des entrepreneurs, c'est important pour la vie de tout le monde. Et je t'encourage à continuer dans ce projet-là. Bravo. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Donc, cher réseau, chère communauté, donc nous sommes arrivés à la fin. On se donne rendez-vous le jeudi 10 décembre pour découvrir un autre mentor d'excellence, tout aussi inspirant que Monsieur Diallo. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi la possibilité de regarder les émissions précédentes et celles-ci aussi sur YouTube, sur notre chaîne Become Community TV. Donc voilà, c'était Top Leaders Connection avec Sheila Mukasa comme présentatrice. Je vous dis bonne soirée et à bientôt. Parfait. Merci bien. Merci. Bye.